Nous nous étions quittés sur une première partie qui explorait le genre du muet jusqu'au milieu des années 70 avec La Tour Infernale, référence incontournable. Dans cette seconde partie, nous allons conclure cette décennie 70, encore riche en films catastrophes. Malheureusement, la qualité va baisser drastiquement au fil des années. Une nouvelle génération de réalisateurs plus en phase avec les attentes du public voit le jour, et ce public se désintéresse peu à peu au genre qui vivra ses derniers instants dans une totale indifférence, avant un retour en force dans les années 90. Préparez-vous à plonger une dernière fois dans la lave en fusion, à sentir vos murs trembler et la terre se dérober sous vos pieds, à voir votre chien adoré emporté par un méga tsunami, le tout installé bien confortablement devant votre écran. Réalisé par le vétéran Robert Wise, ce très bon film revient sur le célèbre crash du dirigeable allemand en 1937 et qui fit 35 morts. La catastrophe finale mélange habilement des documents filmiques d'époque et les scènes tournées par Wise qui passent pour l'occasion en noir et blanc. Ce film présente des effets miniatures de pointe pour l'époque. Les effets visuels ont été supervisés par Albert Whitlock, un des plus grands spécialistes de la peinture sur verre. Dans les plans sans changement de perspective et à distance du Hindenburg, il s'agit généralement d'une peinture mate, mais sur tous les plans rapprochés en mouvement et les mouvements à travers les nuages, il s'agit d'une miniature très détaillée. Le modèle du dirigeable principal du Hindenburg mesurait 7,60 m de long et sa construction fut supervisée par Glenn Robinson, déjà à l'œuvre sur les effets spéciaux de tremblements de terre. Un coup de fil anonyme prévient le directeur de la sécurité ferroviaire qu'une bombe a été placée à bord du train et que si celui-ci descend en dessous de 80 km/h, la charge explosive sera enclenchée. Ce pitch ne vous rappelle rien? Speed, bien sûr, qui a remplacé le TGV japonais par un bus. Super Express 109 apporte donc un nouveau moyen de transport au genre et le film est à la fois une enquête policière et un suspense ferroviaire. Les scènes avec le train utilisent parfois des maquettes et de véritables images du Shinkansen, puisque c'est comme ça qu'il a été baptisé au Japon. Le film est une véritable curiosité, datée certes, mais qui mérite le coup d'œil. On reste dans les catastrophes ferroviaires avec ce film assez connu des amateurs du genre. Le pont de Cassandra raconte l'histoire d'un terroriste infecté par une souche de la peste et qui contamine les passagers d'un train transeuropéen alors que celui-ci se dirige vers un vieux pont abandonné qui risque de s'effondrer. Les miniatures du pont et du train pour la scène finale ont été filmées en extérieur pour donner plus de réalisme, même si ça ne fait que moyennement illusion du fait sans doute de la petite taille de ces maquettes. Le film s'est fait démonter par les critiques de l'époque, ce que je trouve plutôt injuste car si le pont de Cassandra est loin d'être un chef-d'œuvre, il est efficace et le suspense fonctionne assez bien.
Après la bombe dans le premier opus et la collision avec un petit avion de tourisme dans le second, voici l'accident technique qui fait plonger le 747 en pleine mer. Cette idée originale rend le film plus attrayant que ses prédécesseurs, bien qu'on n'échappe pas aux habituels clichés et aux personnages stéréotypés. C'est une nouvelle fois Albert Whitlock qui s'est occupé des effets spéciaux visuels. Le maître a encore fait un travail formidable comme sur cette image du générique où seul l'avion est réel, le reste est une peinture sur verre. Lorsque le 747 interagit directement avec l'eau, un modèle à grande échelle a été utilisé comme on peut le voir ici. Un modèle plus petit a également été conçu pour les scènes de vol. Réalisé par Jerry Jameson, un spécialiste du téléfilm, Les Naufragés du 747 reste le film le plus spectaculaire de la saga. C'est une production Roger Corman qui surfe non pas sur une pente enneigée, mais sur un genre qui commence à donner de gros signes de fatigue. Le budget était annoncé à 6,5 millions de dollars, sauf que Corman a réduit ce montant avant le début du tournage, et ça se voit. Autant le dire tout de suite, le film fait 90 minutes, mais on a l'impression qu'il dure 3 heures, et il faut attendre 1 heure avant que l'avalanche du titre fasse son apparition. Alors pour nous faire patienter, le réalisateur agite 2 drapeaux qui flottent au vent, avec une musique inquiétante, histoire de créer un faux suspense. Les effets spéciaux censés représenter l'avalanche sont essentiellement des images en surimpression ou des blocs de polystyrène, plus des images d'archives qui doivent dater des années 60 puisqu'on voit autant de rayures sur l'image que de neige. Dernier et plus mauvais film de la saga sur les 4 réalisés. L'idée de mettre en scène le magnifique Concorde était quelque part assez logique, mais pour en faire quoi? Une vitrine certes, mais derrière la vitrine, les étagères sont vides. Alors on pouvait au moins espérer des effets spéciaux de qualité, mais même là, c'est le néant. Rien à sauver dans ce Airport 80, que ce soit les comédiens qui font le minimum syndical, ou le scénario aussi passionnant qu'un roman de Guillaume Musso. Service, le système de commande ne répond plus. Et c'est le système de secours, il fonctionne peut-être encore. Vitesse 320 nœuds, altitude 11 000 pieds. Nom de Dieu, nous sommes tombés de 20 000 pieds. On remonte un peu le niveau avec ce film canadien pas inintéressant qui comporte au moins 2 scènes spectaculaires, l'explosion d'une raffinerie et la traversée d'une rue entourée d'immeubles en feu par le personnel d'un hôpital. Bon, on n'échappe quand même pas aux clichés, aux réactions stupides de certains personnages, ni aux dialogues insipides. C'est le premier film catastrophe qui a été interdit au moins de 13 ans chez nous, j'aurai donc l'occasion d'y revenir. Ce film doit sa présence ici uniquement parce qu'il fait directement suite à l'aventure du Poséidon. En effet, quelques jours après l'évacuation des quelques rescapés par les secouristes, une bande de gentils malfrats tombe par hasard sur l'épave et vont se retrouver nez à nez avec des terroristes.
Contrairement au paquebot, on touche le fond avec cette suite opportuniste réalisée avec les pieds par un Irwin Allen qui tente de surfer sur le succès du premier film. L'histoire se serait déroulée dans une rame de métro new-yorkais que ça n'aurait pas changé grand-chose. Cette production d'Ilo de Laurentiis, que devait réaliser Roman Polanski, est le remake du film de John Ford sorti en 1937 et que j'ai traité dans la première partie. Malgré un joli casting, on s'ennuie ferme, et l'ouragan, s'il est bien fichu du point de vue des effets spéciaux, n'atteint pas le réalisme de l'original. Le film a coûté 20 millions de dollars et a été un énorme échec au box-office. Dernier film de cette décennie qui avait démarré sur les chapeaux de roue et qui se termine plutôt mal. Bien que doté d'un budget confortable de 18 millions de dollars, Meteor n'aura pas réussi à remonter le niveau. Le film a connu de gros problèmes de production, les premiers effets spéciaux ont été jetés à la poubelle et il ne restait presque plus d'argent pour les refaire en intégralité. D'où ce côté cheap et l'utilisation de quelques plans piqués au film Avalanche qui n'avaient déjà pas des SFX au top, c'est dire la hauteur du désastre. À part ça, on assiste à une succession de catastrophes qui frappent la Terre dans différentes parties du globe, mais jamais les principaux protagonistes ne sont impliqués, sauf à la fin dans le tunnel du métro, seule scène relativement spectaculaire. De même que cette tentative de réchauffement en pleine guerre froide entre Russes et Américains est trop caricaturale pour convaincre. Sans surprise, Meteor fera un bid au box-office. Ironie de l'histoire, celui qui a donné ses lettres de noblesse au genre catastrophe au début des années 70 est aussi celui qui l'aura définitivement enterré en même pas 10 ans. Je parle bien sûr d'Irwin Allen qui produit ce film catastrophique à tous les niveaux. Le jour de la fin du monde reprend scène par scène la plupart des idées ou des situations vues dans L'aventure du Poséidon et La Tour Infernale. Tous les acteurs cachetonnent, en premier lieu Paul Newman qui ne voulait pas faire le film, mais qui a dû honorer un contrat signé à l'époque de La Tour Infernale. Quant aux scènes de destruction promises par l'affiche, non seulement elles sont rares, mais d'une qualité plus que médiocre, en raison des coupes budgétaires décidées par la Warner au dernier moment. C'est simple, je n'ai jamais eu l'impression de voir un volcan entrer en éruption, mais d'être devant la cheminée d'une locomotive à vapeur lancée à pleine vitesse. Et comme tout est filmé très sérieusement, il n'y a même pas de quoi passer une soirée festive entre amis. J'étais allé le voir au cinéma à sa sortie, j'en attendais beaucoup, la déception a été à la hauteur de l'attente. Le jour de la fin du monde est donc le seul et unique film catastrophe des années 80. Il faudra attendre 16 ans pour voir le genre renaître de ses cendres avec une nouvelle donne,
l'arrivée de l'image de synthèse au début des années 80, qui va totalement changer la façon de faire les films, pour le meilleur parfois, mais souvent pour le pire. C'est Twister qui ouvre le bal avec cette production Spielberg qui a connu un énorme succès et qui remettra en scène le genre catastrophe. Des films tels que Terminator 2 et Jurassic Park avaient déjà montré les possibilités qu'offraient les images de synthèse en termes de rendu et de réalisme. Twister poussera le curseur un peu plus loin de ce côté-là, même si aujourd'hui certains plans montrent leurs limites. Les séquences mettant en scène les tornades demeurent néanmoins spectaculaires, mais c'est pratiquement le seul intérêt du film. Une explosion se produit à l'intérieur d'un tunnel où de nombreux automobilistes se sont engouffrés. Heureusement, un ancien secouriste joué par Stallone passait dans le coin au même moment. Ça tombe bien, c'est lui qui a toutes les bonnes idées pour porter secours aux survivants, comme par exemple passer par d'énormes ventilateurs qui alimentent le tunnel en air. Inspiré de faits réels, Daylight débute assez vite par la catastrophe qui est plutôt spectaculaire. La suite ne suscite qu'un intérêt poli. Il faut avouer que les personnages coincés dans ce tunnel sont insupportables et passent leur temps à se plaindre ou à hurler. Ils auraient tous rendu l'âme à la fin du film que ça ne m'aurait pas dérangé. À noter la petite participation de Viggo Mortensen. Contrairement à la Tour Infernale née de l'association de deux grands studios, le Pic de Dante et Volcano sont entrés en compétition dans la catégorie « Je crache ma lave plus vite que la tienne ». Universal pour le premier et la Fox pour le second se sont livrés à une guerre sans merci à coups de communiqués pour annoncer qu'ils sortiraient le film en premier. C'est finalement le Pic de Dante qui a ouvert les hostilités puisqu'il sera à l'affiche 2 mois avant Volcano. Que dire du film si ce n'est que son scénario est ultra prévisible et que l'intrigue suit les codes du genre catastrophe sans une once d'originalité. Du coup, on attend avec impatience l'éruption volcanique qui survient tout de même après 1 heure de blabla. En revanche, quand cette feignasse de volcan se réveille enfin, le film en donne pour son argent sur le plan visuel avec plusieurs scènes spectaculaires qui mélangent habilement images de synthèse et modèles réduits. Le Pic de Dante reste un bon divertissement grâce à ses effets spéciaux réussis, sans pour autant révolutionner le genre. Non, c'est pas vrai. Ne regardez pas! Ne regardez pas! Volcano propose une histoire totalement invraisemblable avec son éruption volcanique en plein Los Angeles. Malheureusement, en plus de cette idée de départ farfelue, les personnages sont une fois de plus stéréotypés, ce qui limite fortement l'attachement émotionnel du public. Le film mise sur une surenchère d'effets visuels et d'action, mais néglige la subtilité dans la construction de son suspense. Côté positif, l'éruption fait péter le bitume assez vite et les effets spéciaux sont assez convaincants. Côté négatif, cette scène ridicule dans laquelle l'excellent Tommy Lee Jones fait un sprint au ralenti au pied d'un immeuble de 20 étages en train de s'effondrer. Bilan final pour ce duo volcanique, le Pic de Dante et Volcano seront 2 échecs au box-office.
Il fallait bien toute la persévérance, la détermination et la volonté inébranlable d'un James Cameron pour s'opposer au studio et continuer de faire son film tel qu'il l'avait en tête. Ne serait-ce que pour ça, je lui tire mon chapeau, bien que je n'en porte jamais. Attention, bouchez-vous les oreilles si vous êtes un fan inconditionnel et que vous avez versé toutes les larmes de votre corps à la fin, car en dehors de la deuxième partie consacrée au naufrage, je n'ai pas été emporté par l'histoire d'amour entre Leonardo et Kate. Néanmoins, techniquement et visuellement, le film est une vraie grosse claque. Si à 50 ans tu n'as pas vu au moins une fois le Titanic de Cameron, tu as raté ta vie. Après la guerre des volcans l'année précédente, voici venue la guerre des météorites. Là encore deux sujets similaires, mais deux approches totalement opposées. Armageddon, c'est une sorte de remake dopé aux stéroïdes du Météore de 79. Alors je n'aime pas beaucoup ce film, la réalisation de Michael Bay m'a épuisé avant même que les premiers météorites frappent la Terre. Tout ça est bien trop clinquant et superficiel pour que je puisse m'attacher à ces personnages en carton. Houston veut me recevoir. Il y a énormément de turbulence. C'est bourré de débris. On monte dessus. On est en plein dedans. Ce concurrent d'Armageddon, réalisé par Mimi Leder, est produit par Steven Spielberg. Il s'agit ici d'une comète, mais l'histoire est la même. Une équipe est envoyée dans l'espace pour tenter de la détruire, et on a aussi droit à la même scène de sacrifice ridicule. Ce qui le différencie du Michael Bay, c'est qu'il est moins spectaculaire et s'intéresse un peu plus aux personnages. Pas de quoi en faire un grand film pour autant, parce qu'il ne se passe pas grand-chose au final. Tout comme Twister, les effets spéciaux ont pris un petit coup de vieux, et la vague géante en images de synthèse passe beaucoup moins bien aujourd'hui. Sorte de remake du film anglais Froid dans le dos, dont j'ai parlé dans la première partie, Pluie d'enfer est à la fois un film catastrophe et un film de braquage qui a bénéficié d'un budget très confortable de 70 millions de dollars. Le succès ne sera pas au rendez-vous puisque le film n'atteindra même pas les 20 millions de dollars au box-office US. L'ensemble est plutôt sympathique, les scènes d'inondation sont bien fichues, la réalisation efficace, mais aussitôt vue, aussitôt oubliée. Énorme succès pour En pleine tempête, qui a été nominé aux Oscars pour son mélange étonnant d'effets pratiques, d'animatroniques et d'images de synthèse. La séquence de tempête qui dure environ 1 heure est vraiment impressionnante, et le film mérite d'être vu rien que pour ça. En pleine tempête est bien réalisé, parfois un peu trop mélo, mais on ne va pas chipoter.
Le film, au pitch assez proche de Quand la Terre s'entr'ouvrira, se concentre sur une équipe qui, suite à la disparition du champ magnétique terrestre, a pour mission de forer jusqu'au centre de la Terre et de déclencher une série d'explosions nucléaires afin de relancer la rotation du noyau terrestre. Encore un gros budget et encore un énorme bide pour ce film catastrophe rigolo, parce que formellement raté, et qui reste un petit plaisir coupable. Certainement un des meilleurs films de Roland Emmerich. Les effets spéciaux sont remarquables, que ce soit la scène de tornade dévastatrice en plein cœur de Los Angeles ou la vague géante qui déferle sur New York. Ces deux moments sont situés dans la première moitié du film et malheureusement le rythme baisse un peu en intensité dans la deuxième moitié. Faute de goût également avec les loups en images de synthèse horriblement mal fichues, étonnant vu le budget et le soin apportés au reste du film. Autant j'ai de toutes petites réserves sur En pleine tempête qui reste malgré tout un grand spectacle, autant ce remake de l'aventure du Poséidon n'a absolument aucun intérêt. Certes, la catastrophe est plus impressionnante et plus réaliste que dans l'original, mais le reste est assez consternant. Dommage car il y avait un casting au top, dont Kurt Russell et Richard Dreyfuss, et Peterson ne peut s'empêcher de rajouter des couches de clichés et des personnages caricaturaux. Le film a coûté 160 millions de dollars et sera l'un des plus gros échecs de l'année au box-office. Attention, reprenez-vous! Pas grand chose à dire sur cette nouvelle version du film de 73. L'histoire est la même, les effets spéciaux, essentiellement réalisés en images de synthèse, font parfois illusion, et on peut y trouver un intérêt si on n'a pas vu l'original. Dans le cas contraire, il est tout à fait possible de zapper celui-ci. Vite! Suivez-moi! Dépêchez-vous! Dépêchons-nous, allez! Au secours! Attention! Les actifs! 2012 est certainement le film catastrophe le plus idiot de tous les films catastrophes, mais il est aussi le plus fun. Les scènes de destruction massive sont impressionnantes avec ces villes englouties, ces tremblements de terre gigantesques et ces tsunamis dévastateurs. Emmerich va très loin dans le n'importe quoi et on se laisse porter par ce délire visuel, même quand le héros et sa petite famille échappent au pire cataclysme sans une égratignure. Le scénario sert avant tout de prétexte pour enchaîner les séquences apocalyptiques au détriment d'un véritable travail sur la narration et les personnages, mais le film est à prendre pour ce qu'il est, un grand spectacle à regarder sans se soucier de la plausibilité des événements. Le donut! Faut aller à l'aéroport de Santa Monica. Prends l'autoroute, ce sera 2 fois plus rapide!
The Last Day, c'est un peu la version sud-coréenne de Deep Impact sans les scènes dans l'espace, puisqu'ici ce n'est pas une comète mais un tremblement de terre qui déclenche un méga tsunami dans le dernier quart du film. Tourné la même année que 2012, le film nous présente une galerie de personnages un peu moins stéréotypés que la moyenne. Côté SFX, c'est plutôt convaincant, sans atteindre le niveau du Roland Emmerich, mais The Last Day a dû coûter à peu près l'équivalent du budget Café et Petit Four de 2012. Production sud-coréenne, The Tower prend clairement comme modèle la tour infernale. Les scènes d'incendie et de destruction sont bien réalisées et immersives, avec des effets visuels souvent de très bonne qualité. C'est un bon film, même si certaines scènes d'action semblent un peu irréalistes et que le rythme est inégal. Ce croisement entre Gladiator et le pic de Dante est franchement ennuyeux, car avant l'éruption du volcan, il faut se farcir 1 heure de combat en jupette et des roculades que même un pigeon désapprouverait. Les effets spéciaux sont heureusement plutôt réussis, mais c'est tout ce qu'il y a à sauver du film. Ce petit cousin de Twister est pour moi une bonne surprise. Je l'ai vu tout récemment, j'en attendais rien, et finalement ça se suit sans déplaisir. Bien entendu, les personnages peinent à exister, le scénario est basique, mais les effets spéciaux sont d'un très bon niveau. La scène où des avions de ligne sont soulevés comme des fétus de paille par la tornade est assez incroyable. De plus, Black Storm a le bon goût de ne durer que 90 minutes. Bien plus intéressant que le pauvre Twisters dont je vais parler plus loin. Huygens est un intrépide pilote d'hélicoptère spécialisé dans le sauvetage. Il a une fille, il est séparé de sa femme, et rien de mieux qu'une bonne catastrophe pour réconcilier les couples séparés. L'intrigue est basique, les personnages sont sans consistance et les dialogues ne volent pas haut, mais visuellement le spectacle est au rendez-vous. Oh non! Premier vrai film du genre provenant de Norvège, The Wave n'a pas à rougir face au blockbuster américain. Ici, la catastrophe se limite à une séquence parfaitement réussie visuellement, puis aux conséquences provoquées par cette vague géante qui va déferler sur la ville. Le réalisateur a su trouver le parfait équilibre entre drame humain et images spectaculaires, même si certains pourraient lui reprocher un manque d'action, ce qui n'est pas mon cas. Une suite a vu le jour en 2018, j'en parle un peu plus loin.
Voilà enfin un film qui nous propose une catastrophe dans un cadre inédit, ici une plateforme pétrolière. Comme toujours, la mise en place est longue, mais les moments de tension ne manquent pas, et les effets spéciaux conçus par ILM sont convaincants. Bien que l'utilisation de la caméra portée dans les scènes d'action fatigue un peu à la longue, ça reste une bonne petite péloche. Faut monter! Il y a des mecs sur l'échelle là-haut! Quelle tristesse de voir ces deux grands acteurs que sont Ed Harris et Andy Garcia se fourvoyer dans ce nanar au scénario con comme la lune. Le réalisateur a longtemps été le proche collaborateur de Roland Emmerich, c'est donc presque logique qu'il s'attaque lui aussi au genre. Mais pour quel résultat? Dialogue inepte, des scènes de poursuite ridicules, des effets visuels parfois à la ramasse. Bref, un ratage à 120 millions de dollars pour une recette de même pas 35 millions au box-office US. Je termine par cette jolie formule provenant d'un critique du journal Variety. La seule chose plus fiable que le mauvais temps, ce sont les mauvais films, et à cet égard, Geostorm est dans les prévisions. Des données laissent penser qu'un tremblement de terre va frapper la ville d'Oslo. Un géologue prévient les autorités, mais personne ne le croit. Voilà une autre bonne petite surprise venue de Norvège que j'ai découvert il y a seulement quelques jours. Cette suite de The Wave a bien des qualités, la première étant de se focaliser d'abord sur ses personnages, plutôt que sur la catastrophe qui intervient assez tard. Pas aussi grandiloquent dans ses effets que San Andreas 2012 au Twister, mais plus prenant dans sa dernière partie avec de vrais moments de suspense et des effets spéciaux d'une belle qualité. Alors ça n'a pas le rythme des 3 films cités, c'est même long à démarrer, mais après toute cette orgie de désastres, ça fait du bien de voir le genre abordé sous un angle plus intimiste. Après San Andreas, Dwayne Johnson, le monsieur muscle préféré des ménagères de moins de 50 ans, revient dans ce mix improbable entre la tour infernale et Piège de cristal. The Rock doit sauver sa femme et sa fille coincées cette fois dans une tour en feu, tout en affrontant des individus très méchants qui veulent lui faire la peau. Je n'ai pas du tout accroché à cette tour de cristal du pauvre. Les exploits de Johnson m'ont laissé de marbre tellement tout est exagéré à l'extrême. Compte avec moi, mon cœur. 5, 4, 3, 2, 1. Maman! Greenland raconte l'histoire d'un père de famille qui tente de protéger sa famille lorsqu'une comète menace de détruire la Terre. Avec une structure narrative similaire à La Guerre des Mondes de Spielberg, Greenland se concentre davantage sur les relations humaines que sur les scènes de destruction massive. Le film garde toutefois les codes classiques des films catastrophes avec des moments attendus, séparation des personnages, course contre la montre ou retrouvailles. Allez, tu mords! Baisse-toi, Nathan!
reboot ou remake opportuniste du film de Yann de Bont qui n'apporte rien de plus et ne propose aucune scène spectaculaire qu'on n'aurait pas déjà vue dans Twister ou dans Black Storm. On nous refait même le coup du trauma dans la première séquence, le genre d'idée de scénariste complètement éculé que je ne pensais plus voir au cinéma en 2024. Bref, je me suis profondément ennuyé, d'autant plus que les personnages passent tout leur temps dans les voitures à chasser les tornades et ne sont presque jamais confrontés au danger, sauf un peu à la fin. Voilà, nous avons parcouru plus de 100 ans de cinéma catastrophe avec près de 80 films. J'aurais aussi pu parler de The Impossible, de Backdraft et de quelques autres, mais l'idée était de faire un panorama qui soit le plus complet possible, sans viser l'exhaustivité. Alors quel bilan ? De sa naissance au début du siècle dernier jusqu'aux années 70, avec des productions comme La Tour Infernale ou L'Aventure du Poséidon, le film catastrophe a non seulement attiré un large public, mais a également posé les fondations d'un genre qui allait connaître un succès durable. L'arrivée de l'image de synthèse au début des années 90 a permis au genre de revivre de manière spectaculaire avec des films qui ne mettaient pas encore de côté les techniques plus anciennes. Après les années 2000, le genre a perduré avec plus ou moins de bonheur. Les effets spéciaux numériques deviennent la norme car les grands studios ont vite compris que cette nouvelle technologie leur faisait gagner du temps et donc de l'argent. Fini les longs mois passés à construire des décors, fini la peinture sur verre qui reste pourtant une technique aussi performante qu'un arrière-plan créé par ordinateur. Fini les modèles réduits et autres maquettes. Après avoir vu Twisters, je me dis que même les images de synthèse n'étonnent plus en 2024, qu'il n'y a plus la magie comme c'était le cas avec Terminator 2, Jurassic Park ou Titanic, et que le public pourrait finir par se lasser en attendant une nouvelle révolution numérique.